Bonjour à tous. Au nom des autorités, en tant que doyen d'une des deux facultés invitantes, nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir, étudiants et puis invités aujourd'hui pour ce moment. Alors mon rôle est de contextualiser rapidement quelques éléments et je vais le faire, vous le verrez, d'une manière que vous jugerez. Dans le nouveau roman noir de Thomas Broneck, La Meute, un vieux président français défait n'arrive pas à raccrocher et prépare son retour à l'occasion des prochaines élections. Il est affublé d'un prénom tout sauf anodin, François. François Gabory en l'espèce. Énarque, sorti de Sciences Po, ancien chef d'État socialiste, toute ressemblance avec un ancien président de la République voisine serait purement fortuite. Au-delà de l'humour, ce livre s'attache à évoquer la relation de fascination et de haine entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, dans une société transformée par les réseaux sociaux et les mouvements MeToo et Balance ton port. On ne sort pas indemne de l'exercice du pouvoir, parfois cet exercice est périlleux, souvent il est ingrat, et là, la fiction rejoint la réalité. Car cette métaphore de transformation sociétale radicale et de la conflagration politique qui s'ensuit est hautement symbolique. On ne fait plus de la politique comme hier. Connaître tous les rouages de la politique ne garantit plus rien que du contraire. Et la comparaison s'arrête là, car François Gabory n'a pas vu changer la société. Or, le François que nous accueillons ce jour se positionne tout autrement. Il analyse, décortique cette 5e République vivotant. Président durant 5 ans, il a vécu ses atermoiements et soubresauts de l'intérieur. Il assume que ces 10 dernières années, le contexte a changé. Médiatique, européen, politique, écologique, Brexit ou pas, MeToo, Gilets jaunes, ZAD, marche pour le climat, élections populistes, propagande computationnelle, affaiblissement des corps intermédiaires, réduction du temps politique au fil Twitter, la liste est longue. Et dans son livre « Répondre à la crise démocratique » dont il va nous parler, François Hollande prend acte que décidément oui, cette République qu'il a présidée est bel et bien un bout de souffle, pétri de contradictions. Car comment comprendre qu'un président actif sur le fond et en adéquation avec les revendications populaires actuelles ait pourtant, en 2016, pressenti que le suffrage populaire ne lui serait pas favorable et renonçait à être candidat à un second mandat présidentiel. Les politologues, sociologues et juristes de cette salle pourraient aujourd'hui d'autant plus s'en étonner après un décryptage rapide des principales mesures de son quinquennat. Réduction du salaire présidentiel de 30% d'entrée de jeu et également réduction des salaires des ministres. Et les mesures s'enchaînent, je serai sélectif, nouvelle tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, retour à la retraite à 60 ans pour les carrières longues de plus de 41 ans, parité du gouvernement depuis le début du quinquennat et loi sur l'égalité hommes-femmes dans les entreprises, mariage pour tous avec la loi dite Taubira de 2013, compte pénibilité, compte personnel de formation, obligation de rechercher un repreneur avant toute fermeture de site de plus de 1000 personnes, dite loi Florange, favorisation de l'actionnariat de long terme, avec la question du droit de vote double, droit au retour en formation initiale, diminution des exonérations de droits de succession, donation et héritage aux descendants, limite supérieure au salaire des patrons des entreprises publiques, encadrement des loyers dans les zones tendues, départ à la retraite progressif, représentant des employés dans les conseils d'administration des grandes entreprises, taxation supplémentaire des CDD, donc les contrats à durée déterminée avec une cotisation patronale plus élevée, non-cumul des mandats, indépendance du parquet, obligation de déclaration d'intérêt pour les élus responsables d'organismes publics, et déjà diverses mesures vertes, réduction de la part du nucléaire de 75 à 50% à l'horizon 2025, taxe carbone et engagement de réduction des émissions, allègement fiscal pour les travaux de rénovation écologique, loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015. Se rajoute à cet étalage impressionnant et très en phase avec les revendications populaires actuelles
Des actions diplomatiques importantes, perçues comme des succès par la majorité des citoyens français, en tout cas c'est ce qui ressort des enquêtes sondages, COP21, intervention au Mali et en Centrafrique ou gestion de l'attentat de 2015. Et le tout, écoutez-moi bien, en réduisant les déficits publics. Vous pourrez vérifier, comme je l'ai fait, sur Eurostat et dans les données de l'INSEE. Et c'est là qu'est l'étonnement. Une large part de ces mesures résonne totalement avec les aspirations de la rue, et pourtant, manifestement, aujourd'hui, les actes politiques et juridiques ne suffisent plus à asseoir la légitimité du pouvoir. Le monde a décidément changé, l'exercice du pouvoir a changé, la République a changé. Alors, comme Hamlet, mais pour la France, y a-t-il quelque chose de pourri en République de France ? Nous allons avoir l'occasion de débattre durant ce moment de ces questions. En effet, après une courte conférence, la parole sera adressée à la salle et modérée par les professeurs Virginie Van Igelgom et Marc Verdussen. Mais avant toute chose, nous sommes très honorés en ce jour d'accueillir le président François Hollande qui va nous partager ses analyses. Il nous a dit combien il était heureux de débattre avec nos étudiants et je l'en remercie déjà grandement et lui cède immédiatement la parole. On peut l'applaudir. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs les enseignants, chers étudiants, je vous confirme bien que c'est François Hollande et pas François Gabory qui a été invité à cette conférence et je suis heureux de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions liées à l'expérience qui fut la mienne comme président de la République, mais plus largement liées à ce que je pense être aujourd'hui la crise de la démocratie. La démocratie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, paraissait un régime aussi irréversible qu'inéluctable. Irréversible, parce que personne n'imaginait revenir en arrière, et inéluctable parce que c'était l'ambition, en tout cas des Européens, et aussi des Occidentaux, même s'il y avait sans doute une part aussi d'impérialisme dans cette ambition, c'était l'idée que la démocratie s'étendrait à toutes les parties du monde. Et d'ailleurs, cette conviction, cette prédiction se sont révélées plutôt justes avec à la fois l'accès des pays qui étaient jusque-là colonisés à l'indépendance et à une forme de développement démocratique. Et puis aussi, lorsque le mur de Berlin s'est effondré, l'idée que nous allions vers un monde qui allait progressivement adopter les principes des droits humains et considérer que le suffrage universel pourrait être la source de toute légitimité. Or, ces dernières années, et ce n'est pas agréable de le constater, notamment pour ma génération, le malaise s'est introduit dans la démocratie. D'abord parce que la démocratie n'est plus en expansion, elle est en régression même à l'échelle mondiale, aussi bien dans les pays qui étaient en développement et qui n'ont pas forcément adopté les règles que l'on pensait être celles d'une démocratie. Et puis, nous voyons des régimes qui se revendiquent plus autoritaires, prendre une place de plus en plus importante dans le concert des nations, la Russie, la Chine, la Turquie et donc l'Iran. Donc nous voyons que le monde n'est plus bipolaire comme il l'a longtemps été, entre les pays démocratiques et les autres, il est multipolaire et la démocratie est un élément parmi d'autres de l'organisation des nations. Ce malaise, il est dans la démocratie aussi. Et aucun pays n'y échappe. Que ce soit les États-Unis, et j'ai besoin d'insister sur ce qu'a été l'étrangeté de l'élection de Donald Trump, et si l'on peut dire l'étrangeté de sa présidence. Mais les États-Unis vivent là, d'une certaine façon, une crise de la démocratie dont l'impeachment peut être une expression, mais il y en a d'autres, et on le voit bien, notamment, ça a été évoqué dans la présentation, avec l'usage des réseaux sociaux. Mais en Europe,
la démocratie est également en difficulté. D'abord parce que dans les pays qui avaient rejoint l'Europe, il y a ce que l'on appelle maintenant des régimes illibéraux, c'est-à-dire qui, bien sûr, sont fondés sur le suffrage universel, mais adoptent des comportements ou des manières de faire qui ne sont pas toujours respectueux des grands principes sur lesquels l'Union européenne s'était fondée. Et dans l'Europe de l'Ouest, on a vu ce que le Brexit avait pu signaler, c'est-à-dire une rupture d'une partie du peuple britannique par rapport à ce qu'avait été un choix à un moment d'être partie prenante d'une construction, en l'occurrence l'Europe. On voit surgir de l'extrémisme partout, de droite notamment, dans des pays qui jusqu'à présent en étaient immunisés, les pays scandinaves, même les pays d'Europe du Sud, comme l'Espagne notamment, et l'Italie. Et puis, nous voyons aussi des mouvements qui se sont créés récemment, qui connaissent des succès dans des pays qui avaient, par leur histoire, refusé cette tentation extrémiste, l'Allemagne notamment, et j'évoquais l'Italie. La France, si je puis dire, elle qui se veut toujours en avance, eh bien, elle était aussi en avance dans la crise de la démocratie. D'abord, c'est en France qu'un mouvement d'extrême droite s'est créé au milieu des années 80 et qui n'a cessé d'augmenter son influence jusqu'à être présent, ce mouvement, 2 fois au deuxième tour d'une élection présidentielle, en 2002 et en 2017. C'est en France que le dégagisme a eu cette expression, aussi bien venant de groupes de droite, de gauche et même de nulle part. Donc cette idée que finalement le système lui-même devait être contesté parce qu'il empêchait les citoyens d'aller jusqu'au bout de leur émancipation ou parce qu'il avait été accaparé, ce système, par le régime des partis. C'est en France aussi que les contestations qui existent partout, les mouvements sociaux qui ont toujours des fondements et qui méritent du respect, c'est en France que la violence a pu trouver son expression, et pas simplement ces derniers mois avec les Gilets jaunes. Nous avons vu dégénérer des manifestations. Nous avons vu aussi, ce qui est un autre signe de la crise de la démocratie, des groupes qui s'érigent en tant qu'opposants à des projets d'équipement, aéroports, construction de centres commerciaux ou de lieux de loisirs, et qui considèrent que l'occupation, l'empêchement, l'entrave sont légitimes, y compris par rapport à des décisions prises par des élus, élus par des formes démocratiques, ou même par des décisions que les citoyens eux-mêmes ont pu ratifier par des consultations lorsque cet équipement a été créé ou lorsqu'il doit être lancé. Et si j'ajoute à ce panorama, à cette configuration de la crise démocratique, une forme de défiance généralisée, de moindre participation aux élections, d'abstention, de crise de la représentation, nous voyons là un panorama qui ne manque pas d'inquiéter. Ne manque pas d'inquiéter parce que si, j'évoquais les États-Unis et la France, si dans ces deux pays de taille différente, de puissance économique différente, si dans ces deux pays qui ont fait deux révolutions, la révolution liée à l'indépendance pour les États-Unis avec une déclaration, la France avec la révolution de 1789 et la déclaration des droits de l'homme, si dans ces deux grands pays, la démocratie elle-même est en crise, comment peut-elle se répandre, se diffuser ailleurs dans le monde ? Alors revenons à la France, et pardon de vous infliger ce cours d'institution politique française, alors que vous êtes, vous, ouvert à bien des comparaisons et à bien des expériences, parce que finalement, la Belgique, en matière de construction politique, c'est beaucoup plus original que la France, mais est beaucoup plus compliqué à comprendre.
Mais la France a été regardée, notamment depuis 1958, comme un pays doté d'institutions stables et admises consensuellement, ce qui n'a pas toujours été le cas au début de la Ve République. Et ces institutions de la Ve République étaient regardées non seulement comme stables, mais comme permettant l'alternance, ce qui explique que la gauche a pu enfin accéder pour un temps long aux responsabilités du pays, et la droite continuait à agir en fonction des choix des électeurs. Ces institutions étaient non seulement celles de l'alternance, de la stabilité, mais en plus paraissaient avoir convaincu l'ensemble de nos concitoyens qu'il n'y avait pas de retour en arrière par rapport aux régimes antérieurs et que l'idée d'une 6e République n'avait en tout cas pas de fondement. Alors qu'aujourd'hui, je pense que l'introduction du quinquennat, que moi j'avais approuvé en son temps, le fait que les élections législatives suivent l'élection présidentielle, ont changé considérablement le cours des institutions et aussi le jugement des citoyens par rapport à leurs gouvernants. Dans un régime comme nous le connaissions en 1958, et ensuite révisé par l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, c'était un septennat. Le président de la République, même s'il n'était plus un arbitre, était regardé comme fixant les grandes orientations et déléguant à son ou à ses premiers ministres le soin de prendre la responsabilité des affaires courantes et parfois des affaires budgétaires. Avec un Parlement qui, certes, n'avait pas le même rôle que dans les régimes parlementaires, mais qui néanmoins était le lieu du débat politique, eh bien, il y a aujourd'hui, avec le quinquennat, une plus grande difficulté à comprendre le sens même de nos institutions. Le président de la République, élu pour une période plus courte, est forcément conduit à accélérer et à considérer que le temps lui manque nécessairement pour agir, même si on peut agir et prendre des dispositions importantes dans un quinquennat. Le Premier ministre paraît, et quelles que soient les périodes et quelles que soient les personnalités, paraît comme un organe presque accessoire, secondaire. En tout cas, il n'est plus regardé par l'opinion comme un véritable lieu de pouvoir, mais plutôt comme un lieu d'exécution, selon une formule connue, puisqu'elle avait été celle de Jacques Chirac, ou même comme un collaborateur, autre formule qui a été utilisée par Nicolas Sarkozy pour son Premier ministre, qui ne l'a sans doute pas oublié et qui l'a fait comprendre. Et moi-même, j'ai pu avoir plusieurs Premiers ministres, et c'est vrai que l'opinion ne les regarde pas comme étant responsables devant la nation des choix qui sont faits. Le responsable, c'est le président. Ce qui entraîne, et on l'a bien vu ces derniers mois, une forme de confrontation directe entre les citoyens et le chef de l'État, alors même que le chef de l'État ne dispose pas, j'y reviendrai si vous posez des questions là-dessus, de tous les pouvoirs que l'on imagine qu'il peut manipuler. Ensuite, l'Assemblée nationale, puisqu'elle est totalement liée à l'élection présidentielle, est dans le dilemme soit de la soumission, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui, soit de la rébellion, ce qui a été plutôt le cas au moment où j'exerçais la responsabilité de la France. Et enfin, les citoyens ne se sentent pas correctement représentés, faute d'une décentralisation poussée jusqu'à son aboutissement, faute de procédures de consultation, le référendum n'étant plus aujourd'hui utilisé. Et il est vrai que la dernière fois qu'il l'a été, c'était en 2005 pour la Constitution européenne, et c'est resté comme plutôt un échec, en tout cas pour le président qui l'avait sollicité. Et enfin, si je puis dire, les partis politiques, les grandes formations qui avaient structuré le débat en France, la gauche, la droite, et notamment le Parti socialiste pour la gauche et l'UMP républicain pour la droite, ces formations politiques sont en grande difficulté. Le paysage politique est fragmenté, c'est presque la Belgique, et donc difficulté pour avoir une
une représentation suffisamment solide pour permettre de gouverner. Bien sûr que le président est élu, il a eu plus de 50% forcément, peut-être même davantage. Il a une majorité qui est forte à l'Assemblée, mais elle est d'autant plus contestée qu'en définitive, elle n'est pas installée sur le territoire et portée par des partis qui pourraient lui donner une force de résistance. D'où le risque, c'est que nos démocraties, et là je vais étendre mon jugement à l'Union européenne, que nos démocraties paraissent fragiles. Et elles le sont d'ailleurs dans le rapport avec d'autres puissances. On voit bien ce qui se passe au Moyen-Orient, en Syrie, on le voit même à l'est de l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le plan économique que l'Union européenne serait en faiblesse, c'est sur le plan politique. À la fois des gouvernements qui sont plus faibles et une incapacité à trouver un langage commun entre des démocraties qui ne sont pas forcément harmonieuses et avec des pays qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs en partage. Et moi, je fais un lien entre la crise démocratique et la crise européenne. La crise européenne approfondit encore la crise démocratique, et c'est la crise démocratique qui encore souligne l'ampleur de la division européenne. Alors, quelles sont les réponses et je vais donc contribuer avec vous à les donner. Les réponses sont bien sûr de l'ordre économique et social. Parce que ce que l'on reproche à la démocratie ou à ceux qui la représentent, c'est une relative impuissance, une certaine inefficacité. Et il faut d'abord donner au peuple, si l'on veut que la confiance revienne, des fondements pour qu'il accorde cette confiance. Et ça ne peut être que dans la lutte contre les inégalités ou dans le défi écologique qui devrait être relevé au niveau suffisant, et aussi à la réponse territoriale, car on voit bien qu'il y a des populations qui aujourd'hui sont en fracture par rapport à l'unité nationale ou au destin commun, que ce soit dans les espaces ruraux ou dans les quartiers des grandes villes. Les réponses, elles sont aussi politiques. C'est aux grandes formations politiques de redonner une espérance pour que la démocratie reprenne son sens et que le vote ait lui aussi une justification. Pourquoi voter si c'est pour avoir les mêmes politiques? Pourquoi voter pour avoir les mêmes comportements? Donc, si l'on veut qu'il y ait un respect du vote, une légitimité du vote, il faut que les partis politiques lui donnent tout son contenu. Et enfin, la réponse, elle est institutionnelle, et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne la France, j'en suis arrivé, non sans me poser beaucoup de questions, mais j'en suis arrivé à l'idée d'un régime pleinement présidentiel. Alors ça pourrait paraître un paradoxe. Pourquoi vouloir un régime présidentiel alors que le reproche qui est fait souvent, c'est qu'il y a une dérive présidentialiste en France? Eh bien précisément, le régime présidentiel est celui qui limite le pouvoir du président et qui fait du Parlement, en l'occurrence Congrès américain, un lieu de pouvoir qui se confronte, ou en tout cas qui ne s'oppose pas toujours au pouvoir du président, mais qui oblige à un compromis. C'est pour ça que je suis pour la clarté, un régime présidentiel, puisque en France, nul ne reviendra sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Pour ça, il faudrait qu'un président le décide. Et c'est assez difficile pour un président qui lui-même a été élu au suffrage universel de décider que son successeur ne le sera pas de cette manière. Donc, l'élection du président de la République au suffrage universel est un acquis, il est irréversible. Et dès lors que nous sommes dans cette direction-là, sur le plan institutionnel, il faut aller jusqu'au bout, avec un président qui préside, qui gouverne dans les limites que lui pose la Constitution. Il n'y a plus de Premier ministre et il y a un Parlement qui fait son devoir sur le plan législatif et sur le plan budgétaire. Et enfin, davantage de consultations, sûrement des prises en compte au plan local des aspirations des citoyens, et puis sûrement des recours au référendum plus fréquents. Voilà pourquoi j'ai voulu, après
une présidence où je n'avais pas modifié les institutions, il est vrai. J'ai pensé qu'aujourd'hui, si l'on voulait prendre en compte le risque pour notre démocratie, en France en tout cas, il fallait avoir des réponses complètes et aussi sur le plan institutionnel. Donc je vais maintenant me plier à l'exercice qui consiste à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le professeur Ferguson et moi-même sommes chargés d'animer ce débat. Alors, la première chose que je vais faire pour justement poser le cadre, c'est vous donner quelques règles, puisque tout mon débat est évidemment spontané, donc surtout poser les questions que vous voulez poser. Mais par contre, on va mettre finalement un canevas pour être sûr qu'on aborde bien toutes les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, on a réfléchi avec le professeur Ferguson longuement et on a décidé de partir sur un plan en 3 parties. Ce qui est surprenant de la part d'universitaires, vous en conviendrez. Alors la première partie, on va parler du régime politique et de ses transformations. Donc vous l'aurez compris dans l'intervention, mais aussi pour ceux qui ont eu l'ouvrage entre les mains, il y a une série de propositions institutionnelles qui sont faites dans le cadre de cet ouvrage. Et donc l'idée, c'est bien de revenir sur finalement les raisons pour lesquelles on veut changer un système institutionnel et aussi comment on peut le faire aujourd'hui. Le deuxième axe qu'on vous propose d'aborder, c'est finalement la deuxième partie du titre de l'ouvrage, la crise démocratique. Donc on a eu la chance d'entendre déjà le président Hollande sur une série d'aspects, mais on voudrait aller encore un peu plus loin. Et donc le deuxième axe sera vraiment de comprendre quelle place on va donner aujourd'hui aux citoyens dans nos démocraties occidentales, comment est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres formes, peut-être de démocratie, qu'elles soient délibératives, participatives, tout ça en articulation avec le système de représentation qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, le troisième axe, et ça nous semblait important, vu que vous êtes des étudiants à la fois de droit, de sciences politiques, d'études européennes, on voulait poser une question qui est un peu plus transversale à l'ouvrage, mais qui nous semble aujourd'hui importante et qui a déjà été évoquée dans cette première allocution, c'est évidemment la question de l'état de droit, puisqu'elle est vraiment au croisement de cette nécessité de changer la démocratie, mais aussi finalement du malaise démocratique et des dangers qu'aujourd'hui on peut voir par rapport à tout un ensemble de démocraties européennes. Voilà pour les 3 axes, donc réfléchissez à vos questions, essayez de les mettre dans une des cases. Par ailleurs, on vous propose de fonctionner en fait en 2 temps. On va d'abord se donner la parole au professeur Ferguson et moi-même pour lancer une série de questions qui seront aussi l'occasion, finalement, les 2 questions qu'on va poser, de vous amener dans la direction dans laquelle on souhaiterait que les questions soient posées, mais de nouveau, s'il vous plaît, posez les questions que vous avez envie de poser. Et dans un deuxième temps, on donnera la parole à la salle. Alors, pour préparer un débat, on a des étudiants qui ont lu l'ouvrage et qui vont nous poser des questions précises dessus. Et puis on aura un temps de parole vraiment pour vous, poser les questions qui vous taraudent, qui vous stimulent. Alors, une dernière peut-être remarque, c'est que le temps qui nous est alloué est généreux, et on vous en remercie, mais dans le même temps, vous êtes nombreux dans la salle, et donc on a déjà vanté tous vos mérites auprès du président lors de la séance précédente, donc il sait déjà que vous êtes brillants, il sait que vous êtes intelligents, il sait que vous êtes des bons orateurs, donc maintenant il reste à le convaincre de savoir si vous êtes concis, bref, clair dans vos questions. Donc on va vous demander d'être, s'il vous plaît, le plus bref possible pour laisser à un maximum d'entre vous l'occasion de prendre la parole. Et évidemment, le professeur Ferguson et moi-même, on va se plier aux mêmes règles et on va tenter, malgré notre tendance en tant que professeur d'université à parler trop longtemps, à être les brefs également. Donc je ne m'apaisantis pas plus. Je vais donc maintenant donner la parole au professeur Ferguson pour la première question, pour vous laisser le temps de réfléchir à vos propres questions. Merci Virginie. Alors, Monsieur le Président, je vais rebondir immédiatement sur ce que vous avez évoqué à l'instant. Nous avons l'habitude d'enseigner à nos étudiants que la France échappe aux typologies classiques des régimes politiques, se situant entre le modèle parlementaire et le modèle présidentiel. Alors vous n'y allez pas par 4 chemins. Vous plaidez pour un authentique régime présidentiel à l'américaine. Et le problème, on le comprend bien, c'est un problème qui est lié notamment à la diarchie président-premier ministre au sein de l'exécutif français. Mais je vous avoue que votre proposition n'en est pas moins très interpellante. Alors bien sûr, vous accompagnez cela de toute une série de mesures complémentaires, comme notamment la suppression du pouvoir présidentiel de dissolution de l'Assemblée nationale, que vous cherchez d'ailleurs à revaloriser, il n'y a pas de doute là-dessus, suppression aussi du 49.3, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais en dépit de cela, je trouve que votre proposition n'en suscite pas moins des questions fondamentales. Alors, dans votre projet, le président, il est seul à la tête de l'exécutif, et il s'occupe de tout.
Il est présent sur le territoire national, il est présent sur la scène internationale, il s'occupe du long terme, il s'occupe du moyen terme, il s'occupe du court terme, parfois même du très court terme, et tout cela sans que sa responsabilité politique puisse être mise en cause. D'où ma question, alors que la France, à l'instar de la plupart des États européens, fait face à une crise de confiance, vous l'avez évoqué tout à l'heure, n'est-il pas essentiel aujourd'hui plus que jamais, de renforcer l'idée même de responsabilité politique de tous les membres de l'exécutif? Et cette question en appelle une autre qui est évidemment étroitement liée. Êtes-vous certain, Monsieur le Président, que l'Élysée sera toujours occupé par une personne vertueuse ? Dans un contexte européen de recrudescence de l'autoritarisme et du populisme, ne craignez-vous pas que, isolé au sein de l'exécutif et irresponsable, un président élu soit tenté d'abuser de ses pouvoirs et de se transformer en un Orban, Erdogan ou Trump? Nous savons trop bien aujourd'hui qu'en 2019, les démocraties ne se renversent plus par des coups d'État inconstitutionnels, mais qu'elles se dégradent insidieusement quand des élections régulières, constitutionnelles, portent au pouvoir des hommes et des femmes qui, à un moment donné, sont enclins à bafouer les droits fondamentaux, les minorités et les contre-pouvoirs. Et donc, c'est ma question finale, est-ce que vous ne pensez pas que nous vivons à une époque beaucoup trop dangereuse pour avoir au centre du pouvoir un homme ou une femme politiquement irresponsable? Voilà les craintes que m'inspire votre proposition. Je ne demande qu'à une chose, c'est que vous nous rassuriez sur ces craintes. Je vous remercie. Oui, je me dois de vous rassurer, car étant voisin de la France, je ne voudrais pas que vous ayez à côté de chez vous un régime autocratique et qui vienne peut-être même défendre des prétentions territoriales que nous n'avons pas dans le régime actuel. Mais je vais commencer par la deuxième question qui va me permettre de justifier ma première réponse. François Mitterrand, qui a été donc président de la République de 1981 jusqu'en 1995, 2 septennats, même s'il y a eu 2 cohabitations, c'est le mandat le plus long qu'un président de la République ait jamais exercé sous la Ve République, considérait que les institutions de la Ve République étaient dangereuses avant lui et le seraient après lui. La question qu'on pouvait se poser, c'est pourquoi ne les avait-il pas changées pendant qu'il était président? Sûrement qu'il n'en avait pas forcément les moyens. Mais ce qu'il voulait dire, François Mitterrand, c'est que les institutions actuelles de la Ve République sont dangereuses si le pouvoir est exercé par mauvais génie ou tombe dans de mauvaises mains. Et peut-être lui-même avait-il commis quelques abus de pouvoir qui laissaient penser qu'il savait que, président de la République, il y avait des limites qui pouvaient être repoussées. Et là où il avait raison, et vous avez vous aussi eu le bon esprit de rappeler ce que pouvait être une élection du président de la République au suffrage universel. Parce que j'ai évoqué l'extrême droite présente 2 fois déjà au 2e tour d'une élection présidentielle en France. Et l'extrême droite n'a pas fait le même résultat en 2017 qu'en 2002. Il n'y a pas eu la même mobilisation contre elle en 2017 qu'il y a eu en 2002. Et si, d'aventure, l'extrême droite était encore présente en 2022 dans une élection présidentielle au 2e tour, un certain nombre de sondages indiquent qu'elle ferait même un résultat supérieur à celui de 2017. C'est pour ça que le risque d'installer l'extrême droite comme seule alternative me paraît extrêmement dangereux. Mais dans nos institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, oui, c'est vrai, un candidat populiste peut arriver victorieux à l'élection présidentielle, mais en plus, compte tenu de la mécanique que l'on connaît avec le quinquennat, il est très probable que l'Assemblée nationale qui serait issue du vote qui suivrait l'élection présidentielle donnerait une majorité à ce nouveau président de la République. Ça s'est d'ailleurs passé ainsi en 2017, alors même qu'Emmanuel Macron n'avait pas de parti et qu'il a réussi néanmoins à avoir une majorité à l'Assemblée nationale assez large. Ça s'est aussi passé
avec Nicolas Sarkozy en 2007. Lui, il avait un parti déjà installé, ou moi-même en 2012. Donc, dans l'état actuel de nos institutions, le danger que vous signalez est réel. Alors que dans un régime présidentiel, c'est là que je veux en venir, dans un régime présidentiel, d'abord, les rythmes électoraux peuvent être décalés. En tout cas, ils ne sont pas confondus. Prenons l'exemple des États-Unis, il y a des élections intermédiaires tous les 2 ans. Et il se produit souvent qu'un président aux États-Unis ne dispose pas d'une majorité dans les 2 chambres. Il peut en avoir une au Sénat et pas à la Chambre des représentants ou inversement. Donc, dans un régime présidentiel, si en plus on décale les dates d'élection et que l'on allonge d'1 an le mandat du président de la République et on raccourcit de 2 ans le mandat des députés, ce qui est ma proposition, le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, devient un lieu, bien sûr, qui peut être tout à fait en accord avec le président de la République, mais qui peut être aussi un lieu de contre-pouvoir, empêchant ainsi le risque de la concentration du pouvoir et même celui de la confusion des pouvoirs, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors après, est-ce que le président de la République ne serait pas responsable de tout s'il n'y a plus de Premier ministre? Mais il est déjà responsable de tout avec un Premier ministre. Et je peux, sans avoir besoin de parler ni de mes prédécesseurs ni de mon successeur, je peux en témoigner. Chaque fois qu'il y avait une décision qui était prise par le Premier ministre ou par un ministre, c'est vers le président que l'on venait demander des comptes. Et c'était très difficile pour le président, et ce n'est pas forcément lié à ma personne, de dire, vous savez, je n'étais pas au courant de la décision que le Premier ministre a pu prendre. À ce moment-là, les citoyens disent, mais alors si en plus, non seulement la décision est mauvaise, mais le président n'est même pas au courant, quel est l'état de notre démocratie? Et si le président était informé, souhaitons qu'il le soit, et qu'il a laissé faire, alors pourquoi n'endosse-t-il pas, ce qui est le cas, la responsabilité? Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a expliqué que depuis plusieurs années, ça ne date pas simplement de 2017, ça date du quinquennat, le rapport entre les citoyens et le chef de l'État a changé. C'est-à-dire que le quinquennat fait que c'est le chef de l'État, le président, qui est responsable de tout. Alors même que dans la Constitution de la Ve République, la Constitution de 58 que vous avez étudiée, il est dit que c'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation. Non, ce n'est pas le gouvernement, c'est le président. Il est dit que c'est le Premier ministre qui est le chef de l'administration. Non, c'est théoriquement, c'est théoriquement vrai, mais pratiquement faux. C'est en réalité le président. Sauf que, et là je peux aussi vous parler d'expérience, en réalité, c'est pour ça que la hiérarchie est devenue de plus en plus difficile à défendre, les administrations sont sous l'autorité du Premier ministre, pas du président. Le cabinet du Premier ministre est bien plus important que le cabinet du président. Le seul domaine où le président, je parle de la France, où il a véritablement une capacité presque seule d'intervention, c'est la défense nationale et la politique étrangère. Ce qui explique d'ailleurs que dans la pratique des institutions, et peut-être aussi pour se sauver de l'impopularité, ce qui est très difficile pour y échapper, mais pour se sauver de l'impopularité, le président est beaucoup sur le champ de la politique internationale, c'est assez gratifiant, où le domaine de la défense nationale, puisqu'il est aussi le chef des armées, parce que là, il est le seul à agir et à rendre des comptes. Reste la question de la responsabilité, qui est une question effectivement majeure. Aujourd'hui, ce n'est pas le président qui est responsable, c'est le Premier ministre. Donc, dans une certaine mesure, quand le président a une difficulté avec l'Assemblée nationale, ou même avec le pays, il change le Premier ministre, il croit ainsi retrouver un peu d'oxygène, mais en réalité, ça ne trompe personne. La seule responsabilité est forcément présidentielle. Et dans un régime
tel que je le propose, je pense qu'une des façons de répondre à cette question de la responsabilité, c'est le référendum. Ce que le général de Gaulle, finalement, avait compris, parce que lui, historiquement, quand il arrive au pouvoir en 1958 et qu'il devient président de la République française, il n'est pas élu directement par les Français à ce moment-là. La première élection présidentielle, c'est en 1965, après la révision de 1962, qui permet donc l'élection du président de la République au suffrage universel. Et comme il sait qu'il a un problème de légitimité, il va plusieurs fois solliciter les Français par un référendum. Et en 1969, quand il quitte le pouvoir, c'est à la suite d'un référendum perdu, parce qu'il voulait à chaque fois vérifier sa légitimité. Et je pense que pour le régime tel que je le propose, le référendum, peut-être que vous poserez des questions sur la question des citoyens et de leur participation aux décisions, le référendum est un élément d'arbitrage entre des aspirations différentes. Voilà pourquoi je continue de défendre ma position. Merci beaucoup. Donc à mon tour de vous poser une question, et c'est une question qui vise à ouvrir un petit peu finalement aussi à d'autres perspectives. Donc vous nous avez parlé de réformes institutionnelles, notamment de la Ve République, et finalement la question que ça pose, et on vous a entendu utiliser des mots comme la capacité d'agir, la responsabilité, c'est véritablement l'autorité finalement politique qui est aujourd'hui mise bien à mal, et vous en proposez finalement une mise en œuvre concrète. Alors ma question, je vais me permettre une question à la fois naïve ou provocatrice, vous la prendrez un peu comme bon vous semble. Que devons-nous faire si nous n'avons pas de Ve République ? Comment pouvons-nous finalement construire aujourd'hui une démocratie d'après les principes qui sous-tendent votre livre, qui ne seraient pas présidentiels, puisque par exemple dans notre petit pays qu'est la Belgique, un président belge, je pense que ça n'arrivera pas, peut-être un président flamand, peut-être un président wallon, mais il y a toute une série de dynamiques qui font que ce serait difficile à mettre en place. Donc ma question, elle est vraiment pour vous pousser un petit peu à nous développer les principes finalement qui sous-tendent la légitimité démocratique comme vous l'entendez. Donc vraiment, quels sont, dans cette formulation concrète que vous nous proposez, finalement, derrière, quels sont les principes qui sous-tendent pour vous aujourd'hui une démocratie viable, une démocratie renouvelée, dans un contexte plus large que celui de la France ? Merci. Alors, longtemps, la gauche française a défendu le régime parlementaire. C'était celui qui correspondait le mieux à sa philosophie, à son sens de la responsabilité, et à ce que l'on pensait être une culture qui évitait de recourir à des personnalités dont on pouvait craindre qu'elles finissent par peser sur la vie démocratique. Et la gauche française avait en mémoire, bien sûr, ce qui s'était passé en 1851, premier régime, qui était un régime républicain, mais présidentiel, et où Louis-Napoléon Bonaparte a fini par faire le coup d'État et instaurer l'Empire. Et quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, c'est la même crainte qui est exprimée, la peur du pouvoir personnel, du césarisme, comme l'on disait, du bonapartisme, c'est-à-dire une personnalité qui vient et qui impose son régime, son autorité, au détriment des assemblées, en l'occurrence de l'Assemblée nationale. Puis la gauche, sous l'influence de François Mitterrand, qui avait été le plus grand critique de la Ve République, la gauche se rallie au régime présidentiel parce qu'elle comprend que c'est par ce moyen-là, par l'élection du président de la République au suffrage universel, qu'elle peut arriver au pouvoir. Mais à mesure qu'elle gouverne, François Mitterrand, puis ensuite Lionel Jospin comme Premier ministre, sous la cohabitation durant la période de Jacques Chirac, puis moi-même comme président, la gauche reprend cette vieille revendication du retour à un régime parlementaire. Alors, et même ajoute pour une fraction de la gauche qu'il faudrait qu'il y ait non seulement le retour au régime parlementaire, c'est-à-dire l'abandon de l'élection du président de la République au suffrage universel, mais qu'il y ait le retour à la proportionnelle. Mais quand on regarde, et c'est là que je veux m'exprimer et convaincre la gauche française, je pense que
en ce moment, elle mérite d'être stimulée. Donc, quand on regarde les régimes parlementaires autour de nous, je ne parle pas de la Belgique parce que je suis respectueux du pays qui m'accueille, mais quand on regarde les régimes parlementaires aujourd'hui, l'Espagne qui peine à désigner un Premier ministre qui n'a pas de majorité, l'Italie où on a vu, avec en plus un système semi-proportionnel, où on a vu quand même un parti venu de nulle part s'allier d'abord avec l'extrême droite, puis ensuite avec le centre-gauche. Quand on regarde ce qui se passe dans la plupart des pays, y compris l'Autriche, l'Allemagne, qui étaient des pays regardés comme stables, l'Autriche où il est possible que la droite s'allie avec les écologistes pour gouverner ce pays, l'Allemagne où Mme Merkel est toujours sous la pression d'une dislocation de sa coalition, et demain on ne sait pas dans quelle alliance. Je ne vous parle pas d'Israël, parce que c'est en dehors de l'Europe, mais où il n'y a toujours pas de Premier ministre après des élections, et on revote à chaque fois. Franchement, avoir un régime parlementaire aujourd'hui, avec la crise que l'on connaît de la représentation, de la démocratie, du doute que les citoyens ont à l'égard des gouvernants, c'est à mon sens pas le régime d'avenir. Mais en France, je pense que notre système, qui est effectivement, comme il a été dit, ambivalent, à moitié présidentiel, à moitié parlementaire, en fait, il accumule les deux inconvénients. Il est parlementaire avec le risque un jour qu'il y ait de l'instabilité, j'en ai connu, et il est aussi présidentiel au sens où le président de la République a quand même concentration de son pouvoir et en plus peut peser sur l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que je ne crois pas au retour du régime parlementaire et je pense à l'amélioration de la Ve République en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire un régime présidentiel. Votre question n'était pas naïve, mais elle n'était pas non plus forcément provocatrice. On y reviendra. Alors, on va maintenant ouvrir donc les questions à la salle. Comme je vous le disais, il y a des étudiants qui ont préparé des questions. Donc, on va prendre 3 questions préparées et ensuite, on va aussi reprendre des questions de la salle. Et on vous propose de répondre d'abord aux 3 questions de manière groupée pour, de nouveau, dans un souci de gain de temps et d'offrir un temps de parole à un maximum d'entre vous. Est-ce qu'on peut donner un micro aux étudiants ? Je voudrais juste préciser que les questions ont été préparées, mais n'ont pas été téléguidées. En d'autres termes, ce sont des questions posées librement par les étudiants. Nous n'avons exercé aucune forme de censure sur les questions qui vont vous être posées. Bonjour. Donc merci, j'aurais une question à vous poser. Donc, Monsieur le Président, vous insistez beaucoup sur la présidentialisation de la République, le président étant la clé de voûte du bon fonctionnement de la politique française. Et donc ma question est la suivante. Cette situation n'est-elle pas celle d'un nouveau monarque dont l'attitude est davantage tournée vers notre passé monarchique que vers un renouveau démocratique ? Merci. Oui, bonjour. Dans votre livre, vous n'offrez qu'une réponse institutionnelle à la crise démocratique que nous traversons, mais si les mêmes décisions sont prises par les mêmes personnes avec des pouvoirs différents, est-ce que ça va réellement répondre à la crise démocratique ? Est-ce que le désenchantement par rapport aux structures politiques n'est pas plutôt, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas surtout un fondement social et économique, comme vous le suggériez ? Est-ce que le problème, ce n'est pas surtout un problème de déclasse, où les citoyens se sentent déclassés et voient que leurs problèmes ne sont pas résolus. Ainsi, est-ce que par exemple, les réformes socio-économiques menées contre la vie de la population, comme par exemple, la loi travail ou la non-renégociation du TSCG, enfin le traité budgétaire, ou le transfert d'une partie des revenus des ménages aux entreprises par le CICE, donc le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, est-ce qu'ils ne sont pas plus responsables de la crise démocratique que ne l'est actuellement l'agencement des institutions ? Bonjour Monsieur le Président. Comme vous le savez, la crise écologique constitue certainement la plus grande menace contemporaine à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui. Dans votre ouvrage, vous affirmez de manière relativement scolaire, si j'ose dire, que la démocratie est la solution et que ce serait par ailleurs le socle qui va rassembler les citoyens autour d'une problématique qui les concerne tous. Alors le système démocratique dans lequel nous baignons permet certes une confrontation permanente d'opinions, aussi diverses soient-elles, mais il donne in fine aussi beaucoup de poids à la défense d'intérêts personnels de court terme qui vont à contre-courant des mesures fortes nécessaires à la transition écologique. Alors ma question est la suivante.
en quoi le système démocratique que vous proposez dans votre ouvrage permettrait-il de nous faire éviter le mur? Elles ont été bien préparées, ces questions, et elles sont, à les entendre, libres, parce qu'elles vont à l'essentiel. La première question, qui n'est pas forcément agréable à entendre pour un ancien président de la République française, c'est est-ce que tout ça ne vient pas du vieux fond monarchique, qu'ici vous ne connaissez pas, mais du vieux fond monarchique qui fait qu'on se retourne toujours vers le chef de l'État qui devrait, en dernier ressort, décider de tout. Il y a cette tradition en France, elle est incontestable, mais elle est, si je puis dire, compensée, pour ne pas dire subvertie, par une autre tradition, qui est une tradition révolutionnaire. On veut, sous une formule classique, on veut des rois pour mieux leur couper la tête en France. Donc on veut un chef, sans doute, on réclame un chef, comme d'autres, les grenouilles réclamaient un roi, mais on veut un chef pour mieux en disposer, pour mieux veiller à un moment à le faire disparaître. Alors, le faire disparaître aujourd'hui, on a pris des moyens beaucoup plus légers que la guillotine, mais c'est le suffrage universel, d'une certaine façon. Songez que depuis 1981, même depuis 1974, aucun président de la République sortant n'a été réélu, sauf période de cohabitation. Parce que, justement, le peuple souverain fait en sorte qu'il y ait toujours une mise en cause de celui, ou en l'occurrence c'était celui, de celui qui préside, pour veiller éventuellement à interrompre l'exercice de son pouvoir. Et comme il existe cette double tradition, une tradition de revendication d'une autorité, d'un chef, et une tradition très démocratique, mais quelquefois très vindicative, hein, on abat un certain nombre de chaînes qui paraissent être ceux du pouvoir éternel. C'est ça qui fait l'ambiguïté française, ou pour moi, l'exception française. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours essayé de définir ce que pourrait être une présidence de la République. J'avais évoqué une présidence normale. Mon prédécesseur ne comprenait pas cette expression, et pourtant il aurait dû apprécier que ça s'appliquait aussi aux excès de sa propre présidence. Et mon successeur, comme toujours, a essayé de prendre un écart par rapport à cette conception-là, et a évoqué, je ne sais pas si c'est lui, une conception jupitérienne. Mais c'est toute la difficulté de la présidence française. C'est-à-dire qu'il faut à la fois disposer d'une autorité qui justifie des choix lourds, engager les forces dans des opérations extérieures, recourir à des décisions d'état d'urgence en cas d'attaque terroriste, éventuellement disposer de l'arme atomique, puisqu'il y a la dissuasion nucléaire et que le président de la République est le seul à pouvoir l'engager. Donc il faut avoir, bien sûr, une autorité. Mais si elle n'est qu'autorité, elle est immédiatement contestée. Il faut avoir l'humanité, la proximité, la simplicité, qui permet aux citoyens de penser que le président n'est pas son égal, mais que le président est un citoyen doté d'un pouvoir particulier, mais qui reste dans le champ de l'égalité. Ça, c'est pour la première question. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important de revaloriser le Parlement, parce qu'il faut que, face à une personnalité qui a le suffrage universel comme légitimité, il faut avoir une Assemblée nationale qui dispose aussi, bien sûr, du suffrage universel, c'est le cas, mais d'une certaine forme d'autonomie par rapport au président. Sur la crise démocratique elle-même, c'est la deuxième question, j'ai prévenu, imaginez qu'on va répondre à la crise démocratique uniquement par des procédures constitutionnelles ou des arrangements entre pouvoirs, c'est une illusion. Ce qui explique qu'il y ait eu ce détachement d'une partie des citoyens par rapport
à l'enjeu même de la démocratie, c'est-à-dire au vote et au respect du vote, c'est qu'il y a le sentiment, à tort ou à raison, que les gouvernants changent, mais que les politiques, elles, sont les mêmes, qu'il y a une incapacité de la démocratie à servir pleinement l'intérêt général, qu'il y a des personnes oubliées, déclassées, et on a bien vu que les mouvements des Gilets jaunes exprimaient cette réalité. Donc, si on veut que la démocratie puisse elle-même retrouver pas simplement sa vertu, parce que je crois que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises, mais son prestige et donner du sens au suffrage universel, il faut bien sûr que les formations politiques puissent réenchanter le débat politique et répondre aux questions majeures. Je parlerai de l'écologie tout à l'heure, aux questions majeures qui expliquent qu'une partie de la population, en France en tout cas, s'est mise à penser que le nationalisme, l'extrémisme, le populisme pouvaient être une solution. Et que ce qui était en cause dans la démocratie, c'est qu'elle ne servait plus la nation, mais s'était perdue dans l'espace européen ou dans la mondialisation. Ce que vous disiez d'ailleurs, d'une certaine façon, l'Europe nous impose des règles, des politiques, et la nation n'arrive plus à faire prévaloir ses priorités, et surtout dans un contexte de mondialisation. Donc, je pense qu'il est très important qu'au-delà des institutions, nous soyons convaincus que le débat politique doit se poursuivre et répondre aux interrogations des citoyens sur leur propre avenir. C'est quand on ne croit plus à l'avenir qu'on ne croit plus à la démocratie. Dernier élément, est-ce que la démocratie est le régime le plus approprié pour répondre à l'enjeu climatique ? La démocratie souffrirait de deux faiblesses par rapport à la question planétaire, à la priorité écologique. La première faiblesse, c'est que la démocratie, c'est le temps court, c'est des cycles d'alternance, c'est des gouvernants qui changent, alors que pour lutter contre le réchauffement, on a besoin de politiques longues, de priorités poursuivies avec ténacité. Et puis la deuxième faiblesse, c'est que la démocratie, c'est l'éclatement des intérêts, c'est des groupes de pression, et d'une certaine façon, la démocratie ou les gouvernants cèdent aux uns, aux plus puissants, pour oublier les autres, qui ne sont pas forcément les plus nombreux, mais qui, eux, sont conscients de l'enjeu du réchauffement climatique. Alors, quand on réfléchit à ces deux faiblesses qui sont incontestables, on se dit, mais alors quel autre régime ? Quel autre régime ? Et on peut se dire, certains l'expriment, disant, mais finalement, si nous pensons que la catastrophe est proche, si nous pensons que l'humanité est menacée dans son existence même, qu'importe finalement les libertés, les droits de la génération qui est aujourd'hui dans la deuxième partie de sa vie. Qu'importe. Pourquoi se mettre à écouter tout le monde, puisque nous savons, et les experts nous le confirment, que la catastrophe est proche. Il vaut mieux avoir un régime autoritaire qui prend les bonnes décisions qu'un régime démocratique qui ne les prend pas. On peut se dire, mais finalement c'est mieux en Chine, parce que la Chine fait beaucoup d'efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, au moins dans son espace national. On supprime les centrales au charbon, on les exporte partout ailleurs, mais on les supprime là. On peut faire en sorte que les gens ne prennent plus leurs véhicules, ou d'augmenter une taxe carbone très importante et de réprimer la population qui vient s'y opposer. Vous avez vu qu'en Iran, ils ont essayé d'augmenter le prix de l'essence. C'est un producteur de pétrole. Ça a déclenché une émeute. Bon, au Chili, pour d'autres raisons, ils ont essayé d'augmenter aussi un certain nombre de prix des carburants. Ça a été un phénomène qui, heureusement, s'est conclu par un changement de la Constitution. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut justifier un pouvoir autoritaire précisément parce qu'il y a une question majeure, presque de légitime défense, puisque c'est la survie de l'espèce humaine. Alors, la démocratie devient secondaire.
Et puis, il y a un autre régime, c'est de dire, je ne crois plus à la démocratie, je ne suis pas pour la dictature, quand même, mais je vais m'opposer moi-même, ou par des groupes qui vont se constituer, à des décisions que j'estime négatives sur le plan de l'environnement. Ce n'est pas par le vote que je vais faire prévaloir ma priorité écologique, c'est par l'empêchement, par l'obstruction, par l'occupation, par la désobéissance, etc. C'est aussi un élément qu'on voit aujourd'hui dans un certain nombre de manifestations. Je conclus en disant que je crois au contraire que c'est tout l'enjeu de la démocratie que de permettre que l'intérêt général soit poursuivi et de convaincre la population. La démocratie, c'est quand même, quand on y réfléchit bien, normalement, le triomphe de la raison. C'est-à-dire que c'est par la contradiction, par le débat, par le dialogue qu'on arrive à trouver une position, et quand elle n'est pas bonne, à en changer. Deuxièmement, si on veut convaincre les citoyens qu'ils peuvent changer eux-mêmes leur mode de vie, c'est mieux de les associer aux décisions que l'on prend que de les mettre de côté. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la démocratie, c'est mieux pour l'écologie que toute autre solution. Merci beaucoup, c'est une excellente transition finalement vers le deuxième thème qu'on a déjà très largement abordé. Donc on va maintenant parler véritablement de la crise démocratique, de l'articulation entre la démocratie représentative, la démocratie participative. Donc on va faire le même exercice, on a des étudiants qui ont préparé des questions. En tout cas une question de Camille Drouin et une autre question de notre assemblée des étudiants louvanistes. Bonjour, Monsieur le Président. En 1981, François Mitterrand disait déjà « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Donc, alors que la France reste un État majoritairement centralisé, pensez-vous qu'aujourd'hui le pouvoir doit se décentraliser davantage pour se rapprocher des citoyens afin de les remobiliser et rétablir la confiance perdue? Merci. Merci beaucoup. Et l'AGL, manifestez-vous pour obtenir un micro. Monsieur Hollande, au nom de l'Assemblée générale des étudiants et étudiantes de Louvain et en soutien aux étudiants solidaires de Lyon, nous vous posons aujourd'hui cette question. Le vendredi 8 novembre, en grande précarité financière et privé de sa bourse, Anas, un étudiant de 22 ans, donc un étudiant de notre âge, s'est immolé à Lyon. Il a alors déclaré « J'accuse Hollande, Sarkozy, Macron et l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de chacun et chacune. Vous nous proposez aujourd'hui de répondre à la crise démocratique. Mais alors ? Mais alors, comment répondre à cette crise démocratique? Comment garantir une démocratie dans un système d'enseignement supérieur et également dans un système d'enseignement obligatoire profondément inégalitaire, alors que cet enseignement devrait permettre à tous et toutes de s'émanciper? Comment garantir une démocratie alors que nos écoles, nos universités n'ont plus les moyens de construire un esprit critique à l'épreuve du populisme? Face au désespoir des populations précarisées, qu'elles soient belges, françaises, peu importe, la première urgence n'est-elle pas de répondre à cette crise sociale meurtrière? D'abord, merci d'avoir posé cette question, parce que j'aurais bien voulu y répondre à Lille lorsque je suis venu rencontrer des étudiants qui m'attendaient et que d'autres, même s'ils n'étaient qu'une petite minorité, ont préféré empêcher cette réunion. Je pense que les politiques doivent être interpellés, et doivent être interpellés devant tous, et pas simplement être interpellés en déchirant leurs livres. Je suis très conscient que pour une grande partie des étudiants, et pas simplement en France, la question de la précarité a été aggravée par la situation notamment des logements, du prix de l'immobilier, des difficultés des familles et aussi de la faiblesse d'un certain nombre de soutiens. Et il me paraît légitime que les étudiants partout demandent aussi à ce que leur avenir puisse être garanti, non pas pour qu'on leur propose un emploi, mais qu'on leur propose au moins une formation qui leur donne des conditions qui ouvriront vers un emploi ou vers une émancipation. Avec une revendication portée depuis très longtemps par le mouvement étudiant,
qui est l'allocation d'autonomie ou le salaire étudiant, même si l'on sait que c'est extrêmement lourd et coûteux. Donc moi, je comprends ces mouvements. Ce que je peux simplement dire, puisque j'ai été, et ça m'a profondément heurté, même si je pense que ce jeune exprimait avec sa vérité, ses mots, ses douleurs, ce qu'il ressentait, d'avoir, dans une lettre qui était une lettre où il annonçait qu'il allait mettre fin à ses jours, qu'il puisse mettre mon nom sur cette lettre. Je ne parle pas des autres noms, le mien. Et même si l'Union européenne aussi était évoquée, ce que je pensais ne pas être forcément le sujet, mais c'est ce qu'il a voulu signifier. Et ce qu'il ressentait, c'est que les décisions qui avaient été prises depuis des années l'empêchaient de pouvoir accomplir son parcours étudiant. Alors ce que je peux répondre pour ce que j'ai fait, parce qu'il faut toujours revenir sur sa propre responsabilité, moi j'ai souhaité qu'il y ait plus de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et je crois que c'est vraiment une politique qu'il faut poursuivre, qu'il y ait dans une génération plus de jeunes qui accèdent à toutes les formes d'enseignement supérieur. Deuxièmement, pour y parvenir, j'ai augmenté le nombre de bourses et j'ai même créé un autre niveau de bourse. Et un tiers des étudiants en France sont des boursiers. Troisièmement, j'ai lancé un programme de logement étudiant. Ici, vous avez des conditions qui vous permettent d'avoir un logement et c'est tout à fait préférable à ce qui se passe dans beaucoup d'universités des villes françaises où les jeunes ont des coûts de plus en plus élevés de logement et pas de logements qui leur sont proposés, notamment par le Crous, puisque c'est l'institution qui en a la responsabilité. Et enfin, j'avais créé, dans une loi, la loi travail en l'occurrence, ce qu'on appelle l'allocation de premier emploi, c'est-à-dire permettre que des jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur puissent avoir une prestation dans l'attente du premier emploi. Mais c'est encore insuffisant. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il puisse y avoir, par l'augmentation du nombre de bourses, par une politique du logement appropriée, davantage de moyens qui soient dégagés pour les étudiants de notre pays, parce que c'est de tous les pays d'ailleurs, parce que c'est la condition du succès de ces pays. C'est un investissement de former des étudiants. Et on ne peut pas laisser une désespérance se produire. Pour ce qui concerne ensuite ce que je pense de la violence, parce que c'est pour moi un symptôme de la crise démocratique, c'est qu'on ne parvient plus à trouver des modes de discussion et de négociation, y compris sur le plan universitaire, de syndicats qui puissent être des interlocuteurs de discussion annuelle sur le budget de l'université. Et s'il n'y a plus ces corps intermédiaires, s'il n'y a plus ces syndicats, s'il n'y a plus des associations qui revendiquent, on est confronté ou à des actes de désespérance, ce jeune était membre d'un syndicat, ou à des actes de retrait ou d'individualisme. La France est un système apparemment égalitaire puisque l'université est quasi gratuite, mais en fait inégalitaire parce qu'il y a le système des grandes écoles qui fait qu'il y a une distorsion dans les conditions de réussite. Donc il y a, à mon avis, un effort particulier à faire pour l'université, plus particulièrement pour les étudiants qui sont issus des classes moyennes, pas simplement des milieux modestes, pour que nous puissions leur permettre d'être demain des citoyens qui eux-mêmes agissent pour les générations nouvelles. Sur la deuxième question, bien sûr qui est d'un autre niveau et qui n'a pas cette sensibilité, même si c'est aussi un des moyens d'y parvenir, y compris par rapport à la précarité étudiante. La décentralisation en France est restée à mi-chemin. François Mitterrand avait fait des premières lois, tous les gouvernements plutôt socialistes en ont fait d'autres pour approfondir, mais néanmoins, les décisions restent encore trop centralisées, y compris sur le plan universitaire. Et il faut qu'il y ait davantage de financement qui viennent des régions, des collectivités, pour aller au plus près de la vie des citoyens. Donc je pense que par rapport aux institutions, il n'y a pas que savoir ce que fait le président de la République ou ce que fait une Assemblée nationale, il faut absolument aller beaucoup plus loin dans le transfert de compétences vers les régions et vers les agglomérations. Avec toujours le risque qui néanmoins est réel, est-ce qu'on ne va pas être dans un pays où les règles seront différentes
selon les capacités et les ressources des régions. Celles qui sont riches pourront favoriser davantage les universités par rapport à d'autres, pour prendre cet exemple-là. Mais il faut courir ce risque, quitte à le compenser par une politique de solidarité nationale. Mais plus on décentralisera, plus on pourra trouver des réponses ajustées aux aspirations des citoyens. Merci beaucoup. Donc on va maintenant ouvrir vraiment le temps de parole à la salle. Donc agitez votre bras, manifestez-vous. Il y a plusieurs micros qui se baladent. Donc j'en vois devant, là-bas. Est-ce qu'il y en a plus haut aussi? Oui, on en a aussi plus haut, Benjamin. Donc on ne pourra pas rencontrer toutes les questions. Donc on va d'abord on va les prendre une à une pour voir le temps qu'on a, puisqu'il nous reste un dernier thème à aborder. Je te laisse choisir, Benjamin. Bonjour et encore merci pour votre conférence qui était très éclairante. Et du coup, j'avais une question par rapport aux différents régimes. Donc, on observe des problèmes plus ou moins identiques, que ce soit en Angleterre, aux USA ou en France. Et du coup, je me posais comme question, est-ce que le changement de système ne peut pas se faire par rapport à une sélection des parlements par un tirage au sort? Oui, cette proposition est faite depuis plusieurs années. Et on se pose la question de savoir comment on pourrait, à côté des assemblées élues, convoquer des citoyens tirés au sort pour répondre à une question. En ce moment même, en France, il y a 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui réfléchissent à faire des propositions sur l'écologie, l'environnement. Et c'est une procédure tout à fait utile. On va voir son résultat. Néanmoins, comment on fait pour trouver des citoyens tirés au sort ? On pourrait se dire c'est assez simple, on prend la liste électorale et on choisit 150 personnes. Non, parce qu'il faut que ça représente la réalité nationale. Donc pour arriver à 150 personnes tirées au sort, il a fallu, m'a-t-on dit, que l'on fasse un examen de 250 000 possibilités pour arriver à 150 personnes. Et avoir un échantillon, si je puis dire, le plus exact. Ensuite, les personnes qui ont été tirées au sort disent « mais écoutez, vous nous interrogez sur l'écologie, mais on n'a pas les données, on n'a pas les compétences, donc il faut, et c'était tout à fait légitime, il a fallu les former. Et puis ensuite, ces personnes disent « mais vous nous demandez du temps pour réfléchir, on est tout à fait prêt, mais pendant ce temps-là, on ne peut pas travailler, ou on ne peut pas s'occuper de nos familles, donc il faut nous indemniser. » Alors quand on réfléchit bien, on fait une grande consultation, on forme et on indemnise, ça ressemble quand même à un moment à des assemblées élues. Et on réinvente la démocratie. Mais je pense que ça mérite en tout cas d'être tenté et de regarder ce que l'on peut faire sur quelques sujets. Par exemple, notamment sur les sujets dits de société. Vous savez qu'en France, à la différence de la Belgique, ça n'a pas été si facile de faire voter la loi sur le mariage pour des couples de même sexe et l'adoption. Et on avait créé ce qu'on appelle des états généraux, après que cette loi ait été votée, pour la PMA, pour d'autres évolutions. Et en réalité, je pense que cet examen par des citoyens tirés au sort, sur des questions de société où on réfléchit ensemble à ce qu'on peut faire prévaloir comme conception de la vie en commun, me paraît une bonne formule et qu'il faudra sans doute répéter. Merci. Une autre question de la salle. Voilà, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsque vous présentez le régime présidentiel en France, vous bannissez de cela le mécanisme de collaboration fonctionnelle entre les organes, mais aussi l'interdépendance organique, qui sont les deux pivots du régime parlementaire. Monsieur le Président, lorsqu'il pleut, on ne s'abrite pas dans le lac. Aller vers un régime présidentiel aujourd'hui en France, c'est anticiper une dictature présidentielle, car dans un régime parlementaire aujourd'hui qui sévit en France, on sent que la démocratie est plus vivante que si on devait passer au régime présidentiel. Voilà ma question, Monsieur le Président. Je ne la prends pas mal quand vous évoquez la pluie, mais même dans ces circonstances-là, je ne suis pas réfugié dans un lac
ayant conscience que ça pouvait représenter un risque encore plus important que de prendre la pluie. Mais je vais essayer d'aller dans le cœur de votre question. Est-ce que le régime présidentiel est un régime plus dangereux qu'un régime parlementaire? C'est légitime de se poser cette question. Prenons l'exemple de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Donald Trump, élu président, avec les méthodes qui sont les siennes, qui sont assez singulières quand même, y compris avec ce qu'il a, lui, saisi de ce qu'est la facilité avec laquelle on peut bousculer les opinions, les tweets qu'il multiplie. Je dis souvent, un tweet le matin, un tweet le midi, un tweet le soir, et un tweet lorsqu'on n'arrive pas à dormir. Et ça fait quand même une démocratie qui est atténuée, ou qui est bousculée, qui est bravée même, avec contestation de la presse telle qu'elle est organisée, des corps intermédiaires, bon, bref, qui n'ont pas forcément aux États-Unis la même consistance qu'en Europe. Mais néanmoins, c'est le Congrès qui permet, c'est le Parlement qui permet de trouver des limites. C'est le Parlement qui, lorsque Trump dégage les forces américaines de Syrie, laissant la Turquie envahir une partie de ce pays, c'est le Congrès qui s'y oppose. C'est le Congrès qui, sur la question ukrainienne, demande des comptes à travers la procédure d'impeachment. C'est le Congrès qui ne vote pas le budget tel que l'exécutif voudrait le présenter, et obligeant l'exécutif à trouver un compromis. C'est le Congrès qui ne nomme pas les personnes que Donald Trump voudrait placer dans les administrations. Aujourd'hui, il y a à peine un tiers des ambassadeurs qui ont été nommés au bout de 3 ans par le président américain. C'est le Congrès qui fait en sorte que lorsqu'il y a des comportements, y compris au ministère de la Justice américaine, il puisse y avoir des sanctions qui soient prises. Donc le régime présidentiel, tel que moi je le propose et tel qu'il peut, d'une certaine façon, je ne suis pas pour la transposition complète de ce qui se passe aux États-Unis, mais on voit bien que le Parlement a beaucoup de pouvoir dans un système présidentiel. Deuxième exemple, régime parlementaire. Quel était le régime parlementaire qui à nos yeux, paraissait le plus parfait? C'était le régime parlementaire britannique. On disait même, il y avait cette formule qui doit être apprise aussi ici, la Chambre des communes peut faire tout sauf changer un homme en une femme, et encore, finalement, ça s'est produit. Donc, mais ça traduisait le fait que la Chambre des communes, que le Parlement, dans un régime qui portait ce nom, était tout-puissant. Et on a vu un Premier ministre britannique, à l'occasion du Brexit, essayer, et même d'une certaine façon, il y est parvenu, à contourner la Chambre des communes pour sortir plus vite de l'Union européenne. Donc, voilà ce que je peux vous dire, c'est que finalement, on peut faire toutes les réformes institutionnelles que l'on voudra. Il y a un moment où c'est, malgré tout, les pratiques politiques qui l'emportent. Vous n'empêcherez jamais, même par des institutions, mais je pense que le régime présidentiel peut avoir plus de garanties, vous n'empêcherez jamais celui qui veut abuser de son pouvoir de le faire, sauf à penser que le peuple viendra l'entraver définitivement. Merci. Une dernière question de la salle pour ces deux thématiques, et puis on passera au dernier thème, qui est donc l'état de droit. Alors, où êtes-vous? Qui parle? Ou pas? Voilà, là en haut. On vous écoute. Alors, bonjour, Monsieur le Président. On remarque à travers le monde, mais plus particulièrement en Europe, une montée de plus en plus marquante de l'extrême droite. Donc, on l'a vu aussi en Belgique avec la percée du Vlaams-Belang. Selon vous, est-ce que ce serait une réaction des citoyens qui n'arrivent plus à se reconnaître dans les politiques qui les représentent? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait arriver, avant qu'il ne soit trop tard, à inverser la tendance? Merci. Pourquoi l'extrême droite progresse partout en Europe? Car elle progresse partout en Europe. Il y a plusieurs explications. La première, c'est que dans la mondialisation telle qu'elle s'est produite, il y a eu sûrement des questions nationales qui ont été mises de côté.
et qu'il y a eu une espèce, notamment dans la construction européenne, d'illusion que la nation n'avait plus à porter un projet commun et qu'il y avait aujourd'hui un champ politique qui était à l'échelle d'un continent, voire de la planète tout entière. Ce qui pourtant est exact. Pour régler la question climatique, il vaut mieux le faire à l'échelle du monde, ou la question de la fraude ou de la manipulation financière ou des crises économiques. Mais c'est ainsi. Donc ça, c'est la première raison, d'où une crispation nationale et une revendication de sa propre identité. Ça peut prendre d'autres formes, d'ailleurs. Vous l'avez évoqué ici pour la Belgique, on pourrait parler de l'Espagne. Pourquoi y a-t-il eu un mouvement séparatiste pour la Catalogne, alors que l'Espagne avait réussi jusque-là à préserver son unité et avait même une conception très ouverte, notamment pour sa participation à l'Union européenne. Mais c'est ainsi, des crispations identitaires. La deuxième explication, c'est qu'il y a une partie de la population qui a eu le sentiment, et qui n'est pas que le sentiment, qui a eu la preuve que sa situation s'est dégradée par rapport à l'espérance qui pouvait être la sienne. Déclassement à cause des entreprises qui ferment, déclassement à cause de la précarité, déclassement à cause du chômage pendant un temps, déclassement par rapport à l'idée que les enfants allaient vivre mieux que leurs parents, déclassement par rapport à des territoires qui ont été abandonnés. Donc l'extrême droite devient presque un refuge, finalement, pour toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont déclassées parce qu'elles sont ignorées par les gouvernants. L'extrême droite s'y est engouffrée. L'élection de Donald Trump est très intéressante de ce point de vue, comme le Brexit, c'est-à-dire que les électeurs qui ont porté Donald Trump, ce n'étaient pas les plus puissants de New York, c'était les États du centre des États-Unis qui ont pesé, parce que pensait-il qu'ils étaient oubliés dans le cadre de la mondialisation, d'où d'ailleurs le protectionnisme de Trump, le nationalisme dont il fait preuve, l'Amérique d'abord, etc. Je dis toujours, vous cherchez l'extrême droite aux États-Unis, c'est Donald Trump, donc il inspire l'extrême droite. Il y a une troisième raison qui est les valeurs religieuses, les valeurs chrétiennes. Une partie de la population considère qu'aujourd'hui le mode de vie, ce qu'était la tradition, les règles de comportement en commun sont menacées par l'immigration, l'islam, tout ce qui vient bousculer ce qu'était un mode de vie. C'est très intéressant de voir qu'à ce moment-là, Poutine est celui qui défend le plus cette conception des valeurs chrétiennes et qui met en cause la dérive de l'Occident par rapport à l'abandon de son modèle de vie. C'est pour ça que du côté des Russes, du pouvoir russe, on a des preuves tout à fait manifestes qu'ils sont quand même très liés aux extrêmes droites. Mais l'extrême droite donc, a connu, notamment avec la crise des réfugiés, une occasion d'utiliser la peur et de progresser dans beaucoup d'élections. Alors comment, une fois qu'on a déterminé les causes, comment on lutte ? On lutte contre les causes. Certains disent qu'il faut lutter contre l'immigration. En tout cas, il faut avoir des règles qui soient admises par tous et faire comprendre que l'asile, ce n'est pas l'immigration économique. Sur la question identitaire, il faut montrer qu'on vit dans une société où il y a des populations qui viennent pas forcément des mêmes endroits, mais qui partagent les mêmes valeurs. C'est la conception de ce qu'on a en commun, du bien commun, de ce qui nous lie les uns les autres. Troisième cause qu'on a détachée, c'est-à-dire la cause économique, la cause sociale, la cause territoriale, il faut agir. Donc il y a bien sûr des possibilités de lutter contre l'extrême droite, et heureusement, elles sont du ressort des politiques. Mais il faut aussi, vis-à-vis de l'extrême droite, la qualifier. Parce que le problème qu'on a vis-à-vis de l'extrême droite, c'est qu'avant, c'était assez simple. Quand j'avais votre âge, on disait c'est les fachos. C'était assez commode. Donc on les repoussait. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle ne parle pas de langage d'hier. Elle parle, avec les méthodes d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le langage du peuple, et notamment sur le plan social.
C'est là qu'elle essaye d'instiller sa politique, pour ne pas dire davantage. Donc je pense que cette bataille-là, pour être gagnée, suppose qu'il y ait du clivage politique au sein des formations démocratiques. Le pire, c'est quand on dit, finalement, face à l'extrême droite, on va tous se rassembler contre elle. C'est ce qu'elle attend. À ce moment-là, elle peut dire, vous voyez, face à ces gouvernants qui ont tous échoué depuis des années, qui se sont remplis les poches, qui se sont repus dans cette société des puissants, nous, on est la seule alternative. Et donc, pour éviter que ce soit l'alternative, il faut qu'il y ait de l'alternance entre la gauche et la droite, le centre, ce qu'on voudra, mais il faut qu'il y ait du débat politique. S'il n'y a plus de débat politique, si tout est concentré sur la bataille contre l'extrême droite, à un moment ou à un autre, il y a cette phrase fameuse, quand vous commencez à nommer un adversaire, vous finissez par le faire élire. Monsieur le Président, merci. On passe au troisième thème, on a beaucoup moins de temps. Alors, Virginie et moi avons renoncé à nos questions sur le deuxième thème. Nous reprenons la main ici et nous avons chacun une question à vous adresser. Alors, il se fait que le 11 octobre dernier, en pleine réunion du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, une accompagnatrice scolaire a été interpellée par un élu du Rassemblement national d'une manière virulente, mais aussi de manière totalement illégale. Je ne reviens pas tellement sur l'événement parce que le rapport État-religion est très différent en France ou en Belgique. Ce qui m'intéresse, c'est que 18 jours plus tard, j'ai bien dit 18 jours plus tard, le Sénat vote une loi interdisant le port du voile aux accompagnatrices scolaires. Alors, si j'évoque cet événement, c'est parce qu'il me paraît révélateur d'un phénomène qu'on rencontre aussi en Belgique. Le Parlement ne prend plus toujours le temps d'élaborer des réponses adaptées aux problèmes qui, pour diverses raisons, c'est notamment le pluralisme des valeurs, sont des problèmes de plus en plus complexes. Le Parlement agit tantôt sous la pression d'un gouvernement dont le principal souci est l'efficacité, tantôt, comme on l'a vu là avec le Sénat, sous la pression de l'émotion populaire. Est-ce que vous ne pensez pas que cette précipitation génère le risque de voter des lois qui malmènent les droits fondamentaux et qui grignotent progressivement nos libertés, avec pour résultat que finalement, le vrai et dernier rempart de l'état de droit, ce sont les juges constitutionnels. Le Conseil constitutionnel en France, la Cour constitutionnelle chez nous, des juges constitutionnels dont le monde politique, on en parlait ce midi, mais dont le monde politique se méfie et terrorisé qu'il est par cette espèce de spectre du gouvernement des juges. Et dans votre livre, je lis bien cette crainte encore. Et donc je vous pose cette question parce que dans votre livre, effectivement, vous appelez de vos voeux une accélération du temps parlementaire. Et moi, je vous avoue que ça m'inquiète. Sur les lois de circonstance, je partage votre constat. Et je l'ai pu le vérifier comme président de la République. Un fait divers, un drame, une catastrophe, un attentat. Immédiatement, la demande, c'est une loi. C'est comme si, par réflexe, par réaction, par peur, nous pensions rassurer les citoyens par le vote d'une loi. Laquelle loi soit reproduit ce que les précédentes législations avaient pu faire en d'autres mots, soit ajoute encore des restrictions au risque des libertés. Donc, je prends l'exemple vôtre, d'ailleurs, sur la question du voile dans l'espace public, en tout cas dans les sorties scolaires. Vieille rengaine que l'extrême droite, à un moment, remet sur la table à travers une provocation d'un de ses élus. Et nous connaissons parfaitement la règle. D'ailleurs, le juge constitutionnel aurait immédiatement dû la rappeler s'il y avait une loi qui avait prospéré après la proposition du Sénat. C'est que, à l'école, la règle en France, c'est qu'il ne peut pas y avoir un signe religieux ou un signe politique jusqu'au lycée. À l'université, les signes politiques et religieux sont possibles. Et pour les sorties scolaires, on n'est pas dans l'école, donc une maman peut parfaitement accompagner son enfant avec un signe qui lui appartient. Ça, c'est la règle. Et il est toujours tentant d'essayer de la contourner ou de la dépasser, au risque, en plus, d'être rappelé à l'ordre soit par le Conseil constitutionnel en France, soit par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque un recours est possible.
Alors après, ce que je dis sur l'accélération de la loi, c'est un peu différent du vote de la loi. Moi, je suis pour moins de lois, mais que des lois puissent être votées plus vite, parce que Président de la République, vous faites une annonce, vous dites, voilà, sur la question de la précarité étudiante, je vais faire voter une loi, sur la question de l'écologie, je vais décider d'un texte, et puis il met 6 mois, 8 mois, 1 an quelquefois. Sur la loi sur le mariage pour tous, si je n'avais pas interrompu le processus, on l'avait commencé au mois d'octobre 2012, il s'est achevé quasiment au printemps 2013. Et encore, je l'ai accéléré. Donc il faut que la loi soit votée plus vite, qu'elle ait été précédée d'un vrai débat, y compris avec des procédures comme le tirage au sort, et enfin que l'on évite de voter des lois de circonstance. Voilà ma position. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais tenter de fusionner 2 questions pour gagner un peu de temps à nouveau au bénéfice des étudiants. Alors, ma question, elle va d'abord s'ancrer finalement dans un passage de votre ouvrage pour vous montrer que je vous ai bien lu, y compris dans le détail. Cette vérification voilà, que vous faites par rapport aux étudiants. Donc, en fait, à la page 39, vous dites, par rapport aux questions budgétaires, que finalement, le rôle de l'Union européenne est moins important, ou en tout cas qu'il ne faut pas exagérer la contrainte européenne, et que très souvent, à la fois l'opinion publique, mais aussi les responsables politiques, finalement, l'usent de manière assez complaisante pour finalement se défausser d'une série de responsabilités. Alors, c'est assez rare d'avoir finalement un ancien chef de l'État qui dit ça. Et donc, ma question, c'est de savoir si c'est vraiment une expérience que vous avez eue et qu'on peut comprendre, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays de l'Union européenne et l'absence de décision de l'Union européenne comme étant justement cette incapacité, finalement, à contraindre les gouvernements nationaux. Donc, je parle notamment des régimes dont vous nous avez parlé au début de l'exposé, les démocraties libérales qui prennent de plus en plus de place. Et alors le deuxième aspect, c'est justement, est-ce que finalement cette crise démocratique, c'est pas aussi une crise de la rhétorique politique qui justement alors contrairement à ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez parlé beaucoup d'action, d'agir, de responsabilité, mais qui, via l'Union européenne, via la mondialisation, se détache aussi d'une série de responsabilités en blâmant d'autres niveaux de pouvoir. Et donc, finalement, profiter de l'opportunité que vous avez été au sein de ces institutions pour nous dire si la contrainte européenne existe ou pas, ou si c'est juste dans l'imaginaire de la population. Alors, je vais vous livrer mon expérience, là aussi. Ce qui est pénible avec l'Europe, ce n'est pas tant les règles européennes que le fait qu'il faille les négocier avec d'autres que votre propre gouvernement. Comme je dis souvent, l'Europe, ça serait formidable s'il n'y avait que des Français. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a d'autres. Et donc, l'Europe, à qui on fait beaucoup de reproches, elle met du temps, là aussi, trop de temps pour décider. Elle peut finir par prendre la bonne décision, mais c'est déjà trop tard. On l'a vu avec la crise financière. Elle éclate en 2008. L'affaire de la Grèce arrive en 2010. Et on la règle sous ma présidence en 2015. Et donc, on a laissé les peuples attendre beaucoup de l'Union européenne et finalement être déçus qu'elle ait été aussi lente. Alors qu'elle a fini par prendre les bonnes décisions, y compris sur la question monétaire, avec la Banque centrale, etc. Le problème avec l'Europe, c'est quelquefois, elle ne décide pas. Ce n'est pas une contrainte qui vous est formulée. Prenons la question des réfugiés. L'Europe n'a pas demandé à la France de prendre des réfugiés. Mais elle aurait pu le faire, d'ailleurs. Mais au contraire, elle a été incapable, pas à cause de l'Union européenne, qui elle, les institutions européennes n'y sont pour rien, mais parce qu'il y a une division entre gouvernements européens qui fait que cette division, qu'aujourd'hui, il y a des pays qui disent moi, j'en prends pas. On dit mais quand même, faites un effort. Non, rien dans les traités nous y oblige. Donc, l'Europe, le problème de l'Europe, c'est pas qu'elle soit à 27 ou à 28. Bon, si vous êtes avec des gens avec lesquels vous vous entendez, qu'ils soient 27 ou 28, ne pose pas de problème. Mais si vous êtes avec des gens avec qui vous n'entendez plus, c'est une difficulté. Alors vous pouvez dire, ben, partez. Mais non, on ne veut pas partir, on veut rester. Et ils ont bien le droit, ils sont dans l'Union européenne. Oui, mais on ne partage plus les mêmes valeurs. Oui, ça c'est une difficulté, on ne partage plus les mêmes valeurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Moi, je propose qu'on fasse, toujours dans l'Europe à 28 ou 27 maintenant, telle qu'elle doit rester. Avec quelques pays, il faut quand même qu'on aille plus loin, y compris sur notre propre sécurité, sur l'écologie, sur l'industrie, etc. Bon. Mais je reviens sur la rhétorique politique. Après, il est facile pour les gouvernants, j'ai pu moi-même tomber dans cette facilité, de dire « j'aurais bien voulu en faire davantage, mais vous comprenez, les règles européennes sur le plan budgétaire nous ont contraints ». En réalité, pour les règles budgétaires, la France ne les a jamais respectées, et encore aujourd'hui. Alors, on peut dire oui, les 3%, mais j'ai même entendu mon successeur dire les 3%, c'est de l'histoire ancienne. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas le problème des 3%, c'est le problème quelle dette on veut avoir à la fin d'un processus démocratique. Qu'est-ce qu'on laisse comme dette aux générations suivantes? Donc là, on a mis ça sur le compte de l'Europe. Ce que j'ai reproché à l'Europe, c'est que quand il y a eu la crise, elle a plutôt conjugué des mesures d'austérité qu'elle n'a fait en sorte que certains qui étaient dans une situation meilleure auraient pu davantage relancer, quand d'autres auraient pu éviter de se mettre dans l'austérité. C'est ainsi. Mais donc je crois que l'Europe, son problème majeur n'est pas cette règle budgétaire ou une autre, ou les contraintes que l'on a sur telle ou telle norme sanitaire. C'est plutôt de savoir est-ce qu'il y a encore un intérêt commun qui est partagé par les pays européens, par les États européens. Et le reproche, il ne faut pas le faire à l'Europe en tant que telle, il faut le faire à la politique. Il y a des gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui ne sont plus européens, il y en a d'autres qui sont nationalistes, il y en a d'autres qui sont extrémistes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble dans le même espace? On se met avec ceux qui ne le sont pas, c'est tout. Merci beaucoup. Alors on va prendre une dernière question de Kenza Haddadi, qui va aussi nous poser une question sur l'état de droit. On vous écoute, Kenza. Bonjour Monsieur le Président, merci pour votre intervention. Vous évoquez beaucoup le modèle américain dans votre livre sur lequel vous proposez qu'on fasse une refonte de nos institutions. Est-ce que du coup vous seriez favorable à la révocation des élus, comme ça existe dans certains États aux États-Unis, avec les scrutins de rappel? Merci. Oui, alors ça c'est une idée pas américaine, même si elle peut être appliquée aux États-Unis, c'est une idée française, la révocation des élus, qui date de la Révolution française. Il y en avait qui étaient pour le système représentatif, en disant on va faire des élections, c'était la première fois quand même, on va avoir des élus et on les jugera au terme de leur mandat. Et puis il y en a d'autres qui disent non, il faut que le peuple puisse révoquer à tout moment le dirigeant. Ceux-là, donc, ils ont encore une présence en France et ils sont pour le mandat révocatoire, sauf pour eux-mêmes. Généralement, ils s'exonèrent de cette responsabilité. C'est souvent ceux qui sont le plus souvent dans la vie politique qui sont les plus favorables à ce système révocatoire. Moi, je dis que je ne suis pas favorable. Il y a suffisamment d'élections en France pour qu'on attende patiemment de changer les dirigeants. Sauf lorsqu'il y a, ça peut être le cas dans certains États américains, sauf quand il y a un cas où, en dehors même des décisions de justice, où il y a un manquement à toutes les règles de comportement et où la morale a été froissée et où le mandat même de la personne qui l'exerce est en cause. Mais c'est pour ça que je préfère plutôt l'idée référendaire que l'idée du mandat révocatoire, sauf pour des cas comme je viens de les indiquer. Parce que c'est le référendum qui permet à un moment de vérifier si vous avez encore la confiance et si la question que vous posez, si tant est qu'elle ait un sens pour la population, représente bien une aspiration ou une demande dans la société. Voilà pourquoi je suis plutôt favorable au référendum et pas au mandat révocatoire. Un très grand merci. Je vais à présent passer la parole au professeur Eduardo Traversa pour clôturer cette séance qui fut passionnante. Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Messieurs, Madame les doyens, chers collègues, chers étudiants, chers amis,
Jean Monnet, père français de la construction européenne, écrivait dans ses mémoires « Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions ». Mais possible ne veut pas dire souhaitable, et durable ne veut pas dire éternel ou même permanent. François Hollande, dans cette discussion qui nous a fait le plaisir d'avoir avec vous, les étudiants, nous rappelle que ce qui semble être une évidence aujourd'hui, la démocratie, peut être remise en cause demain. Il nous invite à ne pas prendre pour acquis ce à quoi nous nous habituons peut-être trop facilement. Avec la démocratie, nous avons la paix, la liberté, liberté de penser, liberté de mouvement, le droit de choisir. Ces droits n'étaient pas toujours là, et si nous ne faisons pas attention, ils ne resteront pas toujours. L'exemple de la France qui est donné aujourd'hui peut parfois inspirer négativement, comme le rappelait le président Hollande, le Front National, le dégagisme, peut-être un excès de centralisation, la volonté de rappeler l'exception française, mais c'est un exemple qui demeure une référence fondamentale en Europe, un thermomètre politique de l'état d'esprit de nos pays. Et c'est surtout un pays avec une grande tradition et vitalité démocratique que, depuis la Belgique, nous devons observer avec attention et qui peut nous inspirer, et sur 2 points en particulier. L'importance de la culture en politique. Aux États-Unis, il est possible d'avoir un président qui a écrit plus de livres qu'il en a lus. En France, ce ne serait pas le cas, et nous avons la chance de pouvoir compter sur un voisin où culture et politique sont autant liées. Et la deuxième raison pour laquelle il nous faut regarder l'exemple français, c'est cette confiance inébranlable dans la démocratie et les droits humains comme la meilleure manière de garantir l'égalité et la liberté au sein de nos sociétés. Le débat a été riche, il a révélé des enjeux essentiels sur lesquels il ne serait pas possible de revenir, mais la question de la responsabilité, l'autorité dans un monde, dans une démocratie de l'immédiateté, l'autonomie entre les pouvoirs exécutifs et parlementaires, le long terme, le temps de la réflexion, la confiance envers les politiques, comment est-ce qu'on la gagne, comment est-ce qu'on la perd, mais aussi l'humilité des institutions. L'État ne peut pas tout faire et est parfois frustré dans les possibilités de promouvoir l'égalité et la liberté. Enfin, la question des excès de pouvoir et leur régulation m'amène à 2 conclusions que j'ai reprises dans les paroles du président Hollande lors du débat. Tout d'abord, comme il a été aussi souligné par les étudiants, on peut faire toutes les réformes institutionnelles que l'on veut. In fine, ce sont les pratiques politiques, les femmes et les hommes au sein de ces institutions qui comptent. Et donc la qualité des personnes, l'honnêteté des personnes, l'honnêteté de la parole qu'elles portent reste fondamentale. Deuxième conclusion, c'est quand on ne croit plus à l'avenir que l'on ne croit plus à la démocratie, nous rappelle François Hollande. Cela me fait penser aussi à une citation d'un magnifique roman français de Romain Gary qui s'appelle Europa, qui est aussi un roman européen, dans lequel à un certain moment un personnage dit à une enfant « Rêve, ma fille, rêve, cela donne vie ». Et en croisant ces deux phrases, on se rend compte que c'est en pouvant imaginer d'autres possibles, de rêver à d'autres manières d'organiser notre démocratie que nous pourrons la transformer pour un meilleur et continuer à vivre dans une société où les droits de chacun sont respectés, quand ils ne le sont pas, où il existe des instances, des institutions pour les protéger.
Il me reste enfin à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée. Elles sont très nombreuses, en particulier la faculté ESPO, son doyen, le professeur Servet, Madame Mariscal et toute son équipe, l'école interdisciplinaire en études européennes que j'ai le plaisir de présider, en particulier Benjamin Botson qui a travaillé, qui s'est dédié corps et âme à l'organisation de cette journée, les halles universitaires, le rectorat et enfin vous, chers étudiants qui avez préparé ce débat. Et il me reste à féliciter chaleureusement aussi l'hôte de cet après-midi, le président François Hollande. Merci du fond du cœur au nom de l'UC Louvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous laisse profiter de ces premiers applaudissements, mais je vous propose aussi qu'on vous laisse le mot de la fin, peut-être un dernier message aux étudiants que vous avez en face de vous, qui sont finalement l'avenir de demain, ceux qui doivent rêver. Et donc si vous avez un dernier mot pour eux, Monsieur le Président. Chaque génération a une responsabilité, un devoir, un défi à relever. La génération qui m'avait précédé, celle qui avait été après la Seconde Guerre mondiale aux commandes du pays, des pays tels que nous les connaissons ici en Europe. Comme défi, ils avaient relevé la paix et précisément la construction européenne. C'est ce dont j'ai hérité de la génération qui m'avait précédé. La mienne, donc née au milieu des années 50, arrivant en responsabilité au début des années 80-90, la mienne avait comme défi, comme devoir, à la fois la liberté et la justice. Y est-on parvenu? Je le pense, sur la liberté. Les libertés ont considérablement progressé ces 30 ou 40 dernières années. Et la justice, malgré toutes ses imperfections, elle s'est installée dans les formes de la prévoyance collective, de la sécurité sociale. Votre génération, parce que vous êtes confrontés aussi à ce défi, vous avez à défendre la démocratie, parce qu'elle ne va plus d'elle-même, et assurer l'intégrité de la planète. Ça fait beaucoup pour vous tous. Mais il va falloir vous y mettre, parce que l'engagement, c'est le fondement même de la démocratie. Et de savoir si on est simplement spectateur du monde ou acteur du monde. Si on veut changer, non pas simplement sa vie, mais le sort de l'humanité. C'est une question extrêmement prétentieuse, de dire que peut-être par nous-mêmes, on peut arriver à modifier le cours des événements. Et vous avez quelque chose que les précédentes générations n'avaient même pas à l'esprit. C'était la paix, c'était beaucoup, mais c'était la paix, j'allais dire, entre nous. C'était la justice, c'était la liberté. Vous avez à sauver et la planète et la démocratie. Alors bon courage et allez-y, car après vous serez aussi jugés sur l'état de la planète et l'état de la démocratie. Mais enfin, je ne serai plus là pour vous donner mes appréciations. Merci à vous.